Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au premier épisode de votre podcast Pour y voir plus clair. Un podcast qui s'adresse aux membres du syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, mais également à tous ceux et celles qui désireraient en apprendre plus sur le syndicalisme. Mon nom est John Alejandro Gonzalez et avec mes invités, nous aborderons des sujets tantôt historiques, tantôt d'actualité, mais toujours pour évaluer l'impact qu'il pourrait avoir sur la vie de nos travailleuses et de nos travailleurs, mais également sur la communauté. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, un sujet qui n'a pas fini de faire couler l'encre. Une fuite au sein du gouvernement de la CAQ nous a appris que le ministre Jean Boulet, le ministre du Travail, se prépare à déposer un projet de loi dans les prochains jours qui vise à rendre facultative une proportion de la cotisation syndicale, et ça sous prétexte de transparence. Là où certaines voient de l'ingérence, voire même une attaque de front de la part du gouvernement à l'égard des syndicats, d'autres voient une réforme qui arrive à temps et qui s'accorde avec l'ère à laquelle on vit aujourd'hui. Pour en parler, mon invitée, elle est devenue la première femme et la première autochtone à occuper le poste de présidente de la FTQ, Magali Picard, avec nous pour y voir plus clair. Magali, bonjour. Bonjour, John. Merci. Ça va bien? Tellement bien. Je suis contente d'être ici, vraiment. Ben moi, je suis content que tu sois avec nous autres pour le premier épisode. Merci d'avoir accepté. Grand bonheur. Tout un honneur en même temps. Merci beaucoup. Mais, Madame Picard, vous l'avez entendu lors de l'introduction, nous allons parler du projet de loi de la CAQ, dans le fond, qui, encore une fois, s'attaque à la structure syndicale. Le but de ce projet de loi, selon le gouvernement, bien sûr, est de rendre certaines décisions syndicales plus démocratiques et d'offrir plus de transparence. C'est du moins ce que la CAQ prétend. Là. Ils disent que rendre facultatif un pourcentage de la cotisation syndicale, c'est donner le choix aux membres sur la manière dont leurs cotisations syndicales sont dépensées. Mais vous, Mme Picard, vous en pensez quoi? Écoutez, John, il y a bien des choses dans ce que vous venez de dire là, mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que la CAQ est en train de faire diversion. La CAQ, après 7 années au pouvoir, ont un bilan catastrophique. Et là, à 1 an des élections, on voit les sondages, ils comprennent qu'ils ont perdu la confiance des Québécoises et des Québécois, puis là, ils cherchent des boucs émissaires. Et là, ils se disent, qu'est-ce que dans la population là a mauvaise presse ces temps-ci? Tu sais, les syndicats, les méchants syndicats. Donc, on va s'attaquer à eux. Comme ça, peut-être qu'on va regagner le cœur de certains Québécois, Québécoises, puis on va être capable de remonter dans les sondages. Donc, c'est un grand scénario. Quand on parle de transparence, là, ce qui vient me chercher là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une organisation au monde qui est plus transparente que les syndicats. Toutes nos sections locales font des rencontres à chaque année où ils doivent avoir des audits. Hein? Tu as des membres qui viennent vérifier tes états financiers. L'Assemblée des finances. L'Assemblée des finances. Et là, on passe ligne par ligne sur chacun des postes de dépenses. On a un vote ensuite. On questionne. Ils ont dépensé 24 piastres en muffin. L'autre a dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été à tel congrès. Ça valait-tu la peine? Tout ça, là, c'est fait avec les membres. Il y a des décisions qui se prennent là. Puis ensuite, ils votent sur le budget à venir. Donc, est-ce qu'on participe à tel ou tel événement? Est-ce qu'on est d'accord pour avoir une campagne politique là-dessus? Est-ce qu'on veut faire un débat juridique? Le problème, John, c'est qu'ils parlent à nos membres et où ça fait son bout de chemin puis où ça résonne positivement pour le gouvernement, c'est auprès des membres qui ne participent pas à la vie syndicale. Ils viennent pas dans les réunions syndicales, puis ils se disent « Ouais, c'est vrai ça, mon syndicat devrait être plus transparent. » Puis, tous les messages populistes du gouvernement. Pourquoi faire que mon syndicat fait de la politique, qui se met le don de leurs affaires? Donc, on vient chercher ces gens-là, qui, pour toutes sortes de bonnes raisons, prennent pas le temps de participer aux réunions syndicales, puis on fait une propagande en disant « Votre syndicat est pas transparent, vous devriez avoir des choix. » Moi, ce que je dis, là, c'est embarquons pas dans le discours populiste, participez à la vie syndicale. Vous allez voir qu'il y a un paquet de choses que le gouvernement laisse entendre présentement qui est complètement erroné, qui va à l'encontre de nos pratiques. Puis faites confiance à vos représentants qui font un travail extraordinaire dans chacune des sections locales, dans toutes les instances du syndicat, puis que tous nos membres ont plein accès en plus à nos états financiers. Fait que ça m'écœure un peu ce débat-là, pour être franche avec toi. C'est normal, puis je veux dire, on parle de transparence. C'est malheureux, là, mais je me permets une petite parenthèse. Lors de nos assemblées de finances, là où justement la transparence du syndicat, la transparence de nos finances est prouvée,
Ouais. La participation n'est pas toujours, C'est ça le problème. n'est pas toujours optimale. Là. Ben John, j'ai envie de dire, ça, c'est notre problème à nous, les leaders syndicaux. Je le dis, puis je le pense, puis je le dis partout. Je pense qu'on a été très mauvais, les leaders syndicaux, comme moi, là. Puis si je me parle, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans des postes électifs. Ça fait 30 ans, mais j'ai eu ça, dire ça, il me semble que je me sens bien vieille. Mais on n'a pas été bon pour parler à notre monde. On a vraiment pris nos membres pour acquis. Puis nos membres, eux, ont pris pour acquis leurs conditions d'emploi. Fait que quand je parle à des travailleurs et des travailleuses, ils vont me dire « moi, syndicat, Magali, j'ai pas besoin de ça. T'sais, moi, je suis une bonne travailleuse. Ça fait 20 ans que je travaille pour cette entreprise-là. J'en ai pas de problème de discipline, donc j'ai pas besoin de syndicat. Ouais. Tu sais, cette croyance que les syndicats, on est là pour prendre soin des problèmes, des employés problématiques, des pas bons dans les milieux de travail. On a cette étiquette-là. Puis on n'a pas été capable d'expliquer à nos membres à quoi on sert. Absolument. Pourquoi il faut avoir un syndicat en 2025? À quoi on sert? Tu sais, ce qui me rend folle, encore une fois, puis il y a bien des affaires qui sont en train de me rendre folle, c'est ainsi, mais c'est de voir que quand je parle à ces gens-là, je leur pose mes questions, tu sais. Tu fais 20 ans que tu fais du syndicat, tu me dis que tu n'as jamais eu besoin. Tu n'as pas eu d'augmentation de salaire depuis 20 ans? Ben là, oui. T'as-tu un régime d'assurance collective? Tu sais, quand tu vas pour tes lunettes, tes dents? Ben là, oui. As-tu un régime de pension? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. T'as-tu des journées de maladie payées? Ben oui. Puis toi, tu penses qu'un matin, ton patron s'est levé puis qu'il a dit « Hey, le coût de la vie a augmenté, l'inflation a augmenté, je veux pas que tu t'appauvrisses, je vais augmenter ton salaire. » Oui, on l'entend. Il y a le nombre du travail qui sert à ça, il y a la LNT, il y a la CNESST, tout ça, là, c'est pourquoi un syndicat alors que nous avons déjà des mesures en place, on a déjà des organismes qui veillent à ça. Puis ça, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement à veiller sur nous. Oui, ben oui. Ben ça, John, tu as raison, puis c'est ça la croyance, puis c'est ça qu'on entend. Dans ce temps-là, moi, je t'invite à imprimer les normes du travail, puis dire à ton collègue qui pense qu'il est déjà protégé par le gouvernement, donne-moi ta convention collective, puis voici les normes du travail. Tu vas gagner 15 et 75 $, tu vas avoir 2 semaines de vacances par année, pas d'assurance collective, pas de régime de pension, pas de journée maladie payée quand tu es malade. C'est ça. T'sais, on revient aux années 40, 50, 60 au Québec où tu avais les patrons, les travailleurs. Puis à un moment donné, les travailleurs, ils étaient écœurés là, d'avoir aucune sécurité d'emploi parce que, tu sais, on revient dans ces années-là, tu travaillais une journée, ça veut pas dire que tu avais un job le lendemain. Donc, ils se sont réveillés puis on se dit ça va faire, tu sais, ça va faire. Puis ils se sont regroupés, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui des syndicats, mais appelons ça des associations, des comités de shop, appelons ça comme on voudra. Mais il y a eu un travail collectif qui s'est fait des travailleurs puis on se dit ça va faire. Vous allez arrêter de faire de l'argent sur notre dos. On veut que nos entreprises fassent de l'argent. On veut que les entreprises soient productives, soient efficaces, soient compétitives, soient à la hauteur de toutes les nouvelles technologies. On n'a rien contre ça, au contraire. Mais pas sur le dos des travailleurs. Fait que ce que ça a fait, notre monde, quand ils se sont organisés, toi, ton grand-père, moi, mon père, ben ils sont venus à faire un vrai rapport de force pour dire, attention, on est d'égal à égal. Quand on négocie, là, toi, tu as les clés du coffre-fort, puis moi, j'ai les clés de ta main-d'œuvre. Puis là, ben, il faut s'entendre. On veut pas abuser, mais dans les deux sens. Il faut trouver un contrat de travail qui va respecter la dignité des travailleurs et des travailleuses, puis on le fait ensemble. Puis 96% du temps au Québec, quand on négocie, on finit avec une poignée de main, puis on s'entend. Mais il y a des périodes, comme dernièrement, où l'inflation, on l'a vu, là, en 2022, un coût de la vie à 6,7 %, en 2023, 4,8 %, des chiffres extraordinaires. Notre monde en arrache, tout le monde est à la gorge, et là, la pression monte. Puis on arrive devant des entreprises qui vont profiter de Donald Trump. Certains, c'est vrai. Hein, il y a des secteurs, l'aluminium, puis le bois d'œuvre, puis tu sais, ouais, absolument, tu sais, l'acier. C'est vrai, mais c'est pas toutes les entreprises qui ont de la difficulté. Donc, c'est d'être capable d'analyser les états financiers, le marché, puis avoir un peu une vision de d'ici 3 à 5 ans. C'est ça qu'on fait. Mais on le fait pas bien auprès de nos membres parce qu'on l'explique pas. Mais à chaque fois qu'on va en égo, chaque fois, John, puis tu le sais, quand on s'assoit avec l'employeur, qu'est-ce qu'on a sur la table? Des reculs. Vous avez un régime à prestation déterminée, on va vous donner un régime à cotisation. Vous avez une assurance collective, elle nous coûte trop cher, on voudrait la baisser. À tous les niveaux. Vous avez 10 jours de maladie, on va baisser à 5. Le coût de la vie est à 4 %, on vous offre 0,5 %. C'est toujours ça. Et c'est ce rapport de force-là qui a été créé là, dans les années 60 au Québec qui nous permet de dire non, on va négocier de bonne foi. Puis sinon, on va prendre les moyens qu'il faut. Puis c'est ça qui fait, en 2025, même si c'est difficile, on a quand même encore une classe moyenne. Mais la journée, John, où tu n'as plus ce mouvement-là collectif, le rapport de force,
mais on revient, là. Il n'y a pas un employeur, je vous le dis, là. Puis il y en a des bons employeurs, puis il y en a des bons chefs d'entreprise. Absolument. Mais il y a une chose qu'ils veulent, c'est de faire plus d'argent. Ça, ils n'en ont jamais assez. Puis la journée où il n'y a plus cet équilibre-là entre les patrons et les travailleurs, ben on revient 60 ans en arrière, puis on recommence à zéro. Si je fais une petite parenthèse à ce sujet-là, la première coulée d'aluminium, ici, là, nous autres, à l'aluminerie d'Arvida, c'est en 1926. Wow. La première augmentation... Ça va faire 100 ans l'année prochaine? Ça va faire 100 ans, oui. Wow. La première augmentation de salaire que nous avons eue, la première journée de vacances payée par l'employeur, est arrivée en 1937. Je vais vous donner une Image? comment dire? Ben, en fait, un indice sur pourquoi en 1937, ouais. le numéro de section locale de notre syndicat, c'est le 1937. Là. C'est la première convention collective à être signée en 1937. Puis c'est seulement là que nos travailleurs à l'époque ont eu une première augmentation de salaire ainsi qu'une première journée de vacances. Mais avant ça, on sait aucun régime par rapport aux maladies, aucune vacances, augmentation de salaire. Il ne devait même pas avoir de sécurité d'emploi. Si une semaine, tu n'avais pas de l'air en forme, tu t'en allais chez vous, tu ne travaillais pas. C'est ça. C'était terminé, voilà. Wow. Intéressant. Merci pour ça. Après, Madame Picard, la CAQ nous parle beaucoup de transparence pour venir encore sur notre thème de la transparence. Nous autres, au 1937, là, la gestion de finances, je dois le dire, là, elle est très transparente. Okay? Je sais pas, vous l'avez dit tantôt, les syndicats ont des obligations légales face à la transparence et à la gestion de leurs finances. Nous autres, c'est pas compliqué. Pour résumer ça, on gère les finances. Nous sommes élus par nos membres, on gère les finances. Nous sommes audités par un comité de surveillance des syndics qui est c'est 4 fois dans l'année, il passe au pain de fin. 4 fois par année. Il passe au pain de fin toutes nos dépenses. C'est audité par une firme externe, une firme comptable agréée. Puis, une fois par année, on présente les états financiers. Les états financiers du syndicat. Voici nos dépenses, voici où ce qu'on s'en va, etc. Donc, pour une section locale telle que le 1937, ce projet de loi, du moins c'est que l'on sait jusqu'à maintenant, parce que là, on ne connaît pas les détails. Vous ne seriez pas touché par ça. Mais en ce moment, voilà, c'est là où je m'en allais. Ce projet de loi, les effets seraient quand même minime, là, sur une section locale. Sur la partie de la transparence, vous ne seriez pas touché. Parce que ce que le ministre dit dans ce projet de loi-là, en tout cas, les discussions qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que les sections locales devraient avoir des états financiers vérifiés. Et c'est ce que vous faites déjà. Absolument. Donc, il n'y en a pas de problème par une firme comptable. Le problème se pose dans des petites sections locales. Il y a des sections locales, puis écoutez, la FTQ, on représente plus de 5500 sections locales au Québec. Okay? C'est pas toutes des grosses sections locales comme la vôtre. Alors, il y a des sections locales où ils ont 20 membres, où ils ont 40 membres. Et c'est une section locale qui a un budget. Mais c'est clair qu'ils n'ont pas des états financiers vérifiés par une firme agréée, parce que ça coûte quoi? 5 000 $ par année que ça vous coûte? Jusqu'à 10 000, dépendamment. Ouais. C'est quand même des sous. Ces sections locales-là, souvent, c'est ce qu'ils ont de revenus dans l'année, 4 000 $, 4 500 $. Il n'y a pas une firme comptable, qui va les prendre comme clients, parce que, je veux dire, c'est une perte de temps, puis ils chargeraient exactement ce que ça coûte d'avoir des états financiers, parce qu'ils deviennent quand même garants, là. Hein? Quand vous avez des états vérifiés, s'il manque quelque chose, ils sont redevables, sont imputables. Absolument. Fait qu'ils s'embarqueront pas dans des sections locales comme ça, puis ça va être la fin de ces petites sections locales-là. Fait que ça, c'est une chose. Ce qui nous dérange, c'est pas la transparence, même que dans le projet de loi 101, là, qui est sur la santé et sécurité, il y avait amené une notion de transparence. Puis moi, je suis allée en commission parlementaire du gouvernement, on n'a pas de problème avec ça. 1, on le fait déjà. 2, le problème, c'est que vous voulez l'appliquer de façon unilatérale à tout le monde, puis il y a des endroits où ça se peut pas. Donc, on a soumis au gouvernement de dire, écoutez, en 2024, le gouvernement de la CAQ a fait un barème pour les organismes sans but lucratif, où, ça va avec les revenus. Entre 0 et 100 000 $ par année de revenus, tu as besoin d'une lettre. Ils appellent ça une lettre d'intention, une lettre qui vient d'un comptable, c'est pas d'une firme agréée. Entre 100 000 et 500 000, il y a une autre approche, puis 500 000 et plus de revenus, là, c'est des états financiers vérifiés par une firme comptable. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est, on est prêt à vivre avec ça, c'est logique, on est capable, il n'y a aucun problème, puis c'est ce qu'on fait déjà. Puis là, à ce moment-là, on ne vient pas d'anéantir des petites sections locales. Là. Ça a été voté au Conseil général de la FTQ. Avant d'aller à la commission parlementaire, moi, je suis allée voir les dirigeants de tous les 600 000 membres au Québec, et dire, écoutez, voici ce qu'on va soumettre au gouvernement. Êtes-vous d'accord avec ça? Puis ça a été voté unanimement. Tous les gens ont dit, on n'a pas de problème avec ça. Ce qu'on veut pas, venez pas tuer nos petites sections locales. Et c'est drôle, en commission parlementaire, lorsque j'ai présenté ça, le ministre Boulay lui-même a dit, bravo, merci pour votre proposition. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des petites sections locales. Moi, je voyais juste les grands syndicats, mais on va retenir ça. Là, il revient à la charge.
Mais je crois que dans ce que vous venez de dire, Mme Picard, il y a quelque chose d'intéressant. On peut-tu, John, se dire Magali et John? Ça va-tu, ça? Merci. Ah, merci. Je trouvais ça trop lourd, là. C'est Magali et John. OK. Magali. Oui! Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire, en fait, concernant M. Boulay. Il croyait qu'il y avait seulement des grandes sections locales. Là, on le sait, il y a 4 grandes centrales syndicales au Québec. Sur ce projet de loi, sur une grande centrale syndicale, parce que la partie qui est facultative, là, si on parle, il y a le volet transparence, ouais, ça, on l'a réglé. Transparence, il y a le volet facultatif. C'est là que c'est dangereux. Le volet facultatif. C'est quoi l'impact que cela pourrait avoir sur une grosse section locale, sur une grosse centrale syndicale? Sur tous les syndicats. Et je t'explique. C'est vraiment, et là, je le dis, puis je veux pas être alarmiste, là. Pour moi, là, on entre dans une période qui risque de nous amener vraiment... Puis quand je dis 60 ans en arrière, là, c'est 60 ans en arrière, et j'explique. Ce qui semble, parce qu'on ne l'a pas vu, le projet de loi, mais ce qui semble ressortir là, des informations qu'on a, c'est que le gouvernement voudrait établir une cotisation de base en disant, dans votre section locale, ici, vous devriez présenter à vos membres là, la cotisation de base qui est pour que faire des relations de travail, négocier votre contrat de travail, faire des griefs, que ça. Ça, c'est un montant. Maintenant, vous devriez expliquer à vos membres et de leur donner le choix de dire, si vous voulez que votre syndicat ait le privilège, ou en tout cas pas le privilège, parce que ça n'a même pas de bon sens de dire que c'est un privilège, mais que votre syndicat puisse faire des débats juridiques, que votre syndicat fasse du lobby politique, qu'on puisse donner à des organismes sans but lucratif dans la région qui ont besoin de nous, bien là, il y a une autre cotisation, puis celle-là, elle est facultative. Vous avez à décider, oui ou non, dans l'Assemblée syndicale, si vous êtes d'accord ou pas. Quand on dit ça, ça peut avoir de l'air de dire, c'est normal que les travailleurs aient le choix ou non, tu sais. Le problème, c'est que nos membres n'ont aucune idée ce qu'on fait concrètement quand on fait du lobby politique, quand on fait des débats juridiques. Et là, ils nous disent, puis là, je te vois aller, là, je te vois réagir. Tes membres doivent te dire, qu'est-ce qu'elle fait là à faire de la politique, elle? Qu'elle se mêle donc de ses affaires? Je l'entends souvent. Ah, ben c'est clair. Puis moi, je le lis et je l'entends en disant, ça veut faire de la politique qu'elle mette sa face sur une pancarte, tu sais. Ça, là, c'est constant. Puis quand je dis qu'on a été pourris pour parler à nos membres, là, ça, c'est l'exemple flagrant. Parce que, John, si demain matin, nos syndicats ont fait juste négocier le revenu de travail, ça veut dire, le coût de la vie est à 2 %, on va chercher 2 %. C'est pas facile, là. On négocie. Le coût de la vie est à 4 %, on va chercher 4 %. Puis là, ça marche pas dans le milieu de travail, on paye pas les bonnes bottes de travail. Puis là, on va négocier ça. Ça, mettons, là, qu'on s'occupe que de ça. Mais qu'on s'occupe pas du revenu social, du contrat social. Puis là, je vois les banques, vous dites quoi, c'est le revenu social? Je veux rien savoir de ça, le revenu social, moi. Mais je t'explique. Un filet de sécurité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? Si demain matin, la FTQ, puis les autres centrales, puis les autres syndicats localement, partout, on n'est pas là pour dire au gouvernement, vous n'allez pas changer la pension de vieillesse de 65 à 67 ans. Non, non. Harper l'a fait en 2015, là. On s'est mobilisé, puis on a fait des campagnes politiques, puis on dit non, non, non. Vous ramenez ça à 65 ans. Lui, il l'a pas fait, mais on l'a sacré. Hein? On y a montré la sortie le 19 octobre 2015, puis on avait fait notre lobby auprès du prochain gouvernement pour dire, vous allez venir abroger cette loi-là. On a gagné notre pari. Si on n'est pas là pour dire, on veut des garderies subventionnées au Québec, c'est pas tombé du ciel, ça. C'est un lobby qui a été fait par les syndicats, parce qu'on s'occupe de tous les travailleurs et travailleuses, tout le monde ouvrier. L'assurance-emploi. Quand il y avait une réforme, encore une fois, par Harper, où il n'y a plus à peu près personne qui avait droit à l'assurance-emploi au Canada, c'est les syndicats qui ont fait cette bataille-là. Tous les crédits aux familles, le fait qu'on a encore des services publics. Demain matin, là, est-ce que les gens qui travaillent avec toi aimeraient ça aller à l'hôpital pour avoir à payer un ticket modérateur à chaque fois qu'ils ont besoin d'aller à l'hôpital? Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Je pense pas. Est-ce qu'ils voudraient dire la Régie des rentes du Québec, ben écoute, ça coûte trop cher, la Régie des rentes, ça va être une responsabilité individuelle. Nous, là, moi, ma job, je parlerai pas des autres, moi, ma job, John, je négocie plus de contrat de travail. Je l'ai fait longtemps quand j'étais à l'Alliance, mais je le fais plus aujourd'hui. Moi, c'est le revenu social. Moi, je suis avec les gouvernements du matin au soir, fédéraux, provinciaux, municipaux. On est là pour dire, attention, là, ça touche la classe moyenne, ça touche le monde ordinaire. Ce qu'on essaie de débattre actuellement, là, c'est d'être capable d'avoir des filets sociaux, comme tu le dis, parce que les coûts des logements, ça n'a plus aucun maudit bon sens. Fait qu'on travaille avec le gouvernement du Canada actuellement, puis il y a eu une annonce hier. Moi, j'ai soupé avec Mark Carney vendredi, pas la semaine passée, la semaine d'avant. C'était quoi les sujets?
le bois d'œuvre, être capable de parler des logements sociaux, d'être capable d'avoir accès plus rapidement à des services de base, des meilleures infrastructures, de stimuler l'économie. C'est ça ma job. Fait que ce que dit François Legault et Jean Boulet, c'est on veut plus que les syndicats viennent nous badrer, prennent la parole publiquement pour dénoncer ce qu'on fait de mal. On veut nous museler là-dedans. Puis nos propres membres, puis ça m'écoeure parce que nos propres membres embarquent là-dedans. C'est ça le problème. Justement, parlons-en parce que je vais y revenir plus tard, mais je vais quand même glisser un mot là-dessus. Vous avez été reçu en entrevue à une radio quelconque, puis... tu vas me parler de Cube Radio. Je voulais pas faire de la publicité, mais... Non, pas grave. Il y a quand même quelque chose qui est sorti en fait, c'est un propos de Mario Dumont, en fait, et qu'il vous a dit, oui, mais c'est la job du gouvernement, ça. C'est le politique, c'est la job du gouvernement de prendre soin des gens. C'est pas votre job, vous, Madame Picard. Les membres, ils n'ont pas voté pour vous pour que vous ayez travaillé pour quelqu'un qui n'est pas syndiqué, parce que c'est un peu ce qu'on fait. On ne travaille pas seulement pour les gens qui sont... vous ne travaillez pas seulement pour les gens qui sont syndiqués. C'est clair. Alors... Il dit que c'est la job des partis d'opposition de faire ça. Moi, ce que je réponds à Mario Dumont, c'est que la journée où on aura le vote proportionnel au Québec, peut-être que les partis d'opposition puis les élus vont faire le job. Mais pour l'instant, on vit dans une drôle de démocratie. Parce que les gouvernements qui sont au pouvoir, souvent, ont même pas eu 50% de la population qui ont voté pour eux dû à la carte électorale, 1. Deuxièmement, on est encore dans les blocs votes. Hein? Quand le chef du parti dit « c'est là qu'on vote », c'est là qu'on vote. Les députés de tous les partis confondus, il y en a qui sont plus social-démocrates, hein, plus progressistes, d'autres qui le sont moins, mais ils sont quand même là pour tout le monde. Ils sont là pour le 1% de riches, ils sont là pour le patronat, ils sont aussi là pour les travailleurs, ils sont là pour les gens qui sont sans emploi, les personnes qui ont un problème de handicap, les immigrants, ils sont là pour tout le monde. Nous, on est là pour une catégorie, le monde ordinaire. C'est ça notre job. Moi, je suis pas là pour représenter le 1% de riches. Je suis pas là pour représenter les chefs d'entreprise. C'est pas ça ma job. Moi, je suis là pour défendre le monde ordinaire. Et ça, là, c'est notre job. C'est notre job, les syndicats. Quand tu regardes là, la composition des syndicats, quand on regarde, quand la Formule 1 a été adoptée par le juge Yvan Rennes dans les années 40, c'est quoi le rationnel qui a marqué? C'est pour amener une paix sociale. C'est ça. Ma job, c'est de s'assurer qu'il y a une justice sociale. Je pense que comme Québécoise, là, et comme Québécois, on paie assez d'impôts pour s'assurer que les gouvernements nous écoutent, nous entendent. D'avoir un contre-pouvoir, que ce soit les syndicats, les associations de médecins, que ce soit la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, ça, dans une démocratie, c'est essentiel. Qu'il y ait des partis, des gens qui ont des intérêts. Tu sais, François Vincent, qui était avec la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, lui, c'est pour les entreprises. Moi, c'est pour les travailleurs. D'autres, c'est pour les médecins. Mais c'est ça, une démocratie, qui a du contre-pouvoir pour venir dire « Hey, attention, là, c'est bien beau vos projets, mais regardez ce que vous êtes en train de faire à notre monde. » C'est ça. Et là, parce qu'on n'a pas été bon avec notre monde, on a notre propre, pas toutes, mais on a beaucoup de nos membres qui nous regardent en disant « Qu'est-ce que c'est ça? Elle me dira pas pour qui voter. » On le fait plus, ça. C'est la FTQ, on va le dire, là, John, ça a déjà été ça longtemps, où on disait « On soutient tel parti, puis on soutient tel parti. » Puis moi, je compte ça, puis je vais dire très, très franchement, de façon très candide, on a souvent soutenu des partis, puis une fois qu'ils étaient au pouvoir, ils nous faisaient une jambette. Puis là, on pouvait pas vraiment les dénoncer parce qu'on venait de dire à nos membres de les soutenir. Fait que là, t'es comme un petit peu mal pris. Fait qu'on est assez gros, la FTQ, avec 600 000 travailleurs, pour ne pas soutenir un parti. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les politiciens, les philosophies des partis, ceux qui ont toujours été là pour les travailleurs, ceux qui ne sont pas. Le parti. Exactement. Et on va être capable de dire ça, là, ce parti-là, ou ce politicien ou cette politicienne-là, ne nous dit pas la vérité en campagne électorale parce que voici sa feuille de route, voici pourquoi c'est dangereux, et ça, on le fait. Mais de dire voter pour tel parti, on le fera plus jamais. En tout cas, tant que moi je suis là, ça n'arrivera pas. Mais je suis content d'entendre parce que c'est un commentaire que j'ai eu de la part de mes membres. J'en doute pas. Tu viendras pas nous dire pour qui voter. Non, c'est pas mon intention. Non, pas du tout. Là, vous avez parlé, Mme Picard, de la formule rente. Oui. Moi, je me suis prêté à un exercice... je ne sais pas jusqu'à quel point pertinent, mais j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me parler de la formule rente pour le fond, vraiment pour le fond. Moi. Vas-y. Dans sa réponse, elle m'a parlé de son objectif, de son principe, de ses origines, de ses avantages. Oui. Bon. Dans les avantages, ça disait, et je cite, « Cela permet aux syndicats d'avoir les moyens nécessaires pour représenter tous les travailleuses et tous les travailleurs, pour négocier leurs conventions collectives et pour s'engager dans des actions politiques ou sociales. » Fin de la citation. C'est bon.
Nous avons vu et entendu le ministre Boulet défendre et justifier son projet de loi dans les différents médias traditionnels. Et l'une des actions syndicales qu'il prend en exemple, autant le ministre Boulet que François Legault, c'est en fait c'est la contestation par la FAE de la loi sur la laïcité devant les tribunaux. Okay? La CAQ voudrait que les syndicats cessent, dans le fond, là, d'engager des recours contre, puis de contester les lois, dans le fond. Là. Est-ce que le ministre Boulet, là, si on tient compte du fait que la formule RAND dit que l'un des avantages, l'intelligence artificielle, dit... Ben c'est vrai, je suis contente de voir que l'intelligence artificielle s'est pas trompée, là. C'est vrai ce que tu m'as lu, là. Oui, absolument. Puis si on dit que le but, c'est qu'on puisse défendre des causes sociales, est-ce que le ministre Boulet est en train de s'attaquer à la formule RAND? Complètement. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Je ne pensais pas, John, de vivre ça au Québec. J'ai eu peur de Pierre Poilievre, parce que lui, il déteste tous les mouvements d'opposition. Lui, j'ai eu vraiment peur. On l'a échappé belle. Il est quand même, il est toujours vivant, puis il est toujours pas loin. Mais je pensais qu'on vivrait ça, ou en tout cas qu'il y aurait des attaques au niveau fédéral, mais j'ai jamais pensé que le Québec viendrait aussi bas. Tu sais, le Code québécois du travail fait l'envie de toutes les provinces canadiennes et des pays d'Europe depuis des années. On n'avait pas un code parfait, mais pas loin d'être parfait. Et là, un gouvernement qui est perdu là, complètement, qui est en train de mourir là, à petit feu, il reste encore quelques mois, il n'a plus rien à perdre, puis il essaie de s'accrocher à quelque chose, puis là, il a choisi ça. Parce que le monde en arrache, on en a parlé. Fait que d'avoir l'idée d'avoir plus d'argent dans tes poches, tout le monde va être d'accord avec ça. Hein? On s'entend? Demain matin, on vous dit « Hey, on baisse tes impôts. » « Oh oui, mais tu vas payer pour aller à l'hôpital. » Je vote oui. Oui. Si je te dis « Oui, John, mais à ça, les hôpitaux vont être privés. » T'as plus de subventions pour les garderies. On va privatiser Hydro-Québec. Là, attends une minute. Fait que là, tu vas peut-être dire, finalement, c'est important que je paye de l'impôt. Tu sais? Je suis natif d'un pays où le système de santé est privé, puis... Hein? On voit comment c'est. Hein? Je sais. Quand on va aux États-Unis, on voit du monde en train de mourir dans les rues parce qu'ils n'ont pas d'assurance, ils ne sont pas capables de se faire traiter dans des pays riches. On peut pas comprendre ça. Puis on se le paye, ça. Tu sais, on n'aurait pas dit ça coûte cher. Mais oui, mais on paye cher d'impôts parce qu'on a fait ce choix-là collectif d'avoir des services publics de qualité. Bon. Fait que si je reviens, quand tu dis, es-tu en train de jouer dans la Formule Rand, la réponse, c'est oui. Et c'est extrêmement dangereux. Puis, je suis pas convaincue, même que je le sais, qu'il y a 50% du monde au Québec qui n'ont aucune espèce d'idée à quoi ça pourrait ressembler le Québec sans la Formule Rand, sans les syndicats. Je suis pas en train de dire qu'on est la 8e merveille du monde. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui ont joué avec le feu, il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, les fameuses... L'État du Michigan. L'État du Michigan, devenu un État right to work, donc un État où les travailleurs avaient le choix de payer ou non leur cotisation syndicale. C'est comme ce qu'ils sont en train de faire, là. Ce qui est arrivé, c'est que les travailleurs, en 2010, dans l'État du Michigan, il y a la ville de Détroit, ces gens-là ont dit « syndicat n'a plus besoin de ça ». Comme on entend ici, ça a déjà été utile, c'est plus utile. Il y a un gouvernement comme celui de la CAQ qui entendait ça, qui a dit aux travailleurs « on va vous donner le choix de payer ou pas ». Ben John, les membres ont arrêté de payer à 50%. 6 mois après, il y en a à peu près plus qui payaient. Les syndicats sont morts, mais les contrats de travail sont morts. Fait que la ville de Détroit, qui était la 4e ville la plus riche des États-Unis en 2010, a fait faillite en 2016. Le salaire moyen dans l'État du Michigan en 2012, la ville a fait faillite. En 2012, cette ville-là, qui était la 4e plus riche, le salaire moyen était de 32 piastres et demi de l'heure. C'était combien en 2016? 4 ans plus tard, 7 piastres et 15 $. Du jour au lendemain. Tout le monde a tout perdu. Les gens, la classe moyenne n'existe plus. Le taux d'itinérance, le taux de criminalité, c'est fou ce qui s'est passé à Détroit. Puis ça, là, on se parle pas d'il y a 60 ans puis il y a 90 ans, John. On parle pas dans un pays sous-développé. On parle de nos voisins américains qui avaient une ville extrêmement riche avec une classe moyenne forte. La ville de l'automobile, Détroit. Hein? Vous autres, là, Unifor, vous aviez dans le temps les TUAC là, qui viennent de chez vous. Ben, c'était votre syndicat, ça. Mais faut-tu attendre qu'on en arrive là? Faut-il attendre de tout perdre puis se dire « Oh mon Dieu, je réalisais pas » ou si on se dit « C'est assez, là ». On dit à François Legault puis sa gang, là, on n'embarque pas dans votre délire. On va s'informer, on va faire nos devoirs, on va dire à nos syndicats quand on est fâché parce qu'on va participer aux réunions syndicales. C'est les membres qui ont le choix sur quoi on travaille. Puis pour revenir quand tu me dis vite fait, là, tu m'as parlé de dire « On pourrait plus faire de recours comme la FAE ». Ça veut-tu dire que quand on est allé en cours gagner l'équité salariale, qu'il faudrait dire à tout le monde qui ont vu leur salaire augmenter, dire « Ah, mais toi, t'as pas voulu payer ta cotisation, fait que t'auras pas d'augmentation. » Ça n'a pas de maudit bon sens. L'année passée, en Cour suprême,
Unifor avec Métallo est allé gagner une décision historique. Quand les compagnies, imagine demain matin, ça n'arrivera pas, mais que votre compagnie fait faillite demain. Votre régime de pension que vous avez cotisé là, toutes les années, bien, allez jusqu'à l'année passée, les travailleurs étaient les derniers créanciers qui avaient droit d'être remboursés lors d'une faillite. Les derniers. Fait qu'il y avait à peu près jamais une scène. Ils perdaient le régime de pension. L'année passée, vous avez gagné en Cour suprême au Canada après des années d'attente. Vous êtes rendu deuxième. Bien, nous sommes rendus deuxième. Ça veut donc dire que avec ça, 85% des montants qui ont été investis sont protégés. Mais ça, c'est des recours, là, extrêmement importants. Si on le fait pas, il va arriver quoi, tu sais? Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut arrêter. La FAE, puis les gens, c'est parce qu'ils sont pour la laïcité, ils sont fâchés du recours. Mais c'est drôle, mais la travailleuse, elle, qui est dans une école, qui dit « Je peux pas changer d'établissement, je peux pas avoir une promotion », elle est syndiquée. Elle va cogner à son syndicat, puis elle dit « Hey, vous avez un devoir de juste représentation. Je suis brimée comme travailleuse. » Le syndicat est obligé de les représenter. Absolument. Bien, pourquoi on en fait toute une histoire, tu sais? C'est la réalité. Ces gens-là sont brimés, sont syndiqués et ils ont le droit d'être représentés par leur syndicat. Fait qu'on est vraiment dans du grand populisme. Puis malheureusement, ben, il y a des gens chez qui ça résonne positivement. Oui, absolument. Puis justement, là, il y a des commentaires que vous devez les entendre aussi. Ah. Dernièrement, je me suis amusé. Oui, on s'amuse quand même. Je suis quelqu'un de très engagé. Je partage énormément de trucs là, sur mes réseaux sociaux. Puis, je me suis amusé à lire justement les commentaires. Puis, il y en a des... Écoutez, parmi mes préférés, là, les syndicats sont là juste pour défendre ceux qui se pognent le cul. Ouais. Et c'est les autres qui sont performants qui payent pour ça. Ouais. Ça, un peu comme vous l'avez nommé tantôt. Mais mon préféré, c'est « J'ai pas besoin du syndicat, je ne me suis jamais servi ». Un peu comme vous le disiez tout à l'heure. Comme tu le disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est le fruit de batailles syndicales. Elle se reflète, là, dans le fond, dans nos conditions de travail d'aujourd'hui. Là. C'est quoi l'avenir? Oui. Et mon Dieu, que j'aimerais avoir une boule de cristal. Ben, il y a une chose qui est certaine, John, c'est qu'on ne mettra pas un genou à terre. Moi, j'accepte pas, comme legs, de laisser à mes enfants, mes petits-enfants, un recul au niveau de cette société-là qui était quand même assez égalitaire pour revenir à des années-lumière en arrière. J'accepterai jamais ça. Oui, on va continuer la loi qui sera déposée, là, ben, on va la contester. On va continuer à faire le même travail. On va continuer à dénoncer des gouvernements qui sont pas là pour le monde ordinaire, pour les travailleuses, les travailleurs. On va parler davantage. Tu sais, honnêtement, on mange un coup de pied au derrière, là. Puis moi, là-dedans, j'essaie toujours de prendre des leçons quand il se passe des choses comme ça, puis je me dis, je les vois aussi les commentaires. Puis je me dis, on n'a pas été là assez. Tu sais, il y aura toujours un 20%. Dans n'importe quoi, il y a un 20% que tu t'occupes pas. Il y a un 20%, là, puis c'est, tu sais, la pyramide qui dit, c'est un 20% de personnes qui sont foncièrement malheureux, qui, tu sais, que tu amènes des études scientifiques, des preuves, l'histoire, ça marchera pas. Mais tu as un 80% où il faut que tu investisses. T'as des gens très visionnaires, progressistes, t'as un 20% en haut. T'as un 60% qui regarde où est-ce que le vent pousse, puis t'as le 20% en bas. Il faut travailler sur le 20% puis le 60% pour expliquer à quoi on sert, être très, très près d'eux, d'être capable d'expliquer, de leur dire, écoutez, l'avenir, là, est entre nos mains présentement. C'est nous qui avons cet avenir-là entre nos mains. Puis quand les gens, tu sais, cette accusation-là qu'on est là pour les pas bons en milieu de travail, je vais être direct ce matin, là. Il y a personne, hein, toi puis moi, on n'est pas là, on se lève pas, puis on travaille pas tout ça pour prendre soin des paresseux, puis des pas bons, puis des abuseurs de système. Est-ce qu'il y en a dans nos milieux de travail? Il y en a dans nos milieux de travail. Une minorité, mais il y en a. Est-ce que parce qu'ils sont syndiqués, que ces gens-là ne peuvent pas être disciplinés, ne peuvent pas être renvoyés? La réponse, c'est non. Je donnerai pas la recette. Mais le contrat de travail qu'on négocie, on le fait avec l'employeur, il y a des clauses disciplinaires. Est écrite, la recette, tu sais. Fais ta job. Je te congédie pas parce que je vais embaucher mon beau-frère. Je te congédie pas parce que j'aime pas la couleur de tes yeux. Je te congédie parce que tu as eu un avis verbal, tu as eu un avis écrit, tu as eu une suspension, puis là, c'est assez, tu sais. Mais ceux qui le font, on travaille avec eux. Nous, notre job, c'est s'assurer que la discipline soit à la hauteur de la faute commise, s'il y a une faute. Puis en passant, John, là, toi puis moi, là, on les embauche pas, les pas bons, hein?
Ça, c'est l'employeur qui le fait, OK? Donc, nous, on est pris pour les représenter, mais c'est pas ça notre job. Puis je suis écœurée de protéger. Puis faut le dire, oui, il y a des abuseurs, mais c'est une minorité. Puis de laisser croire que les syndicats, notre job à temps plein, c'est de s'occuper de cette minorité-là, c'est une insulte à notre intelligence. Donc, il faut arrêter de dire non, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Non, il y a de l'abus, oui, il y a des abuseurs, oui, il y a des pas bons, mais notre job, c'est pas ça. C'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte également à notre engagement, si je peux me permettre de faire du pouce sur ce que tu disais, parce que malheureusement, c'est le 5% de travail que représente la représentation, dans le fond, des membres qui sont problématiques, prend 100% de l'espace. Absolument. Parce que les gens voient de propagande. nous, exact. Puis ça, c'est de notre travail à nous. Magali, tu disais, pour terminer, là, tu disais, c'est à nous à nous adresser à nos membres, c'est à nous à leur parler. Moi, si je te dis, nous, au 1937, on est grosso modo 1500 membres à peu près, on est tous dans le secteur de l'aluminium, nous avons tous le même employeur, Rio Tinto. On est dans une conjoncture économique, là, sociale, en fait, de politique plutôt particulière avec l'histoire des douanes, etc. Un message... à tes membres, dans le fond. À nos collègues, nos membres. Ben, prenez un peu de votre temps pour vous informer. Donnez-nous au moins la chance d'être capable de s'adresser à vous. Puis pas juste nous s'adresser à vous. Moi, j'ai besoin d'entendre nos membres aussi. Donc, quand je dis de se rapprocher, c'est de faire ce qu'on fait là. Bravo, d'ailleurs, pour cette initiative-là. Merci. C'est tellement important. Mais on peut aller plus loin que ça. Tu sais, on peut, à un moment donné, vous organiser une assemblée générale, puis vous dites, écoutez, on vous demande de venir, là, puis invitez votre président, votre directeur québécois. Moi, ça me ferait plaisir de venir, mais il faut vraiment avoir des vraies discussions. Il faut entendre les gens qui sont pas contents, puis il faut être capable également d'expliquer pourquoi. Il y a des choses qu'on fait qu'on devrait peut-être plus faire, puis il y a des choses qu'on fait qu'on doit continuer à faire, mais qu'on doit expliquer pourquoi on le fait. Fait que ça, pour moi, c'est la clé. On s'est lancé dans les États généraux du syndicalisme. Hein? On a lancé ça le 31 mars dernier. Une grande réflexion, tous les syndicats du Québec autour des mêmes tables, partout dans toutes les régions du Québec, avec des thématiques où il faut se remettre en question. John, on peut pas continuer de travailler de la même façon parce qu'on voit les résultats aujourd'hui. On peut pas. Il faut absolument qu'on regagne notre rapport de force. Il faut que notre monde comprenne qu'ils sont pas donnés pour des petits pains. On peut pas juste dire les gouvernements vont arranger ça, les partis d'opposition vont arranger ça, la vie va arranger ça. Ça marche pas comme ça. Si on regarde la planète, là, la planète recule. Les pays plus développés au monde, on vient d'empêcher les femmes de se faire avorter. On est rendu dans de la dictature. Si tu m'aimes, t'as une chance de survivre. Si tu m'aimes pas, je vais t'anéantir. La planète recule. Puis au Québec, là, il y a une chose que je suis fière, c'est qu'on est résistant. Hein? On parle encore notre langue. On est encore fiers de notre culture. Mais ça, là, faut pas rien prendre pour acquis. Puis c'est souvent ceux qui nous condamnent le plus, qui sont ceux qui ont davantage besoin de nous et qui ont besoin davantage des filets sociaux. Fait que si on est capable d'établir un dialogue, pas juste quand ça va mal, pas parce qu'il y a des projets de loi, mais toujours. Il faudrait que dans nos pratiques, là, qu'on soit très terrain, proche du monde, puis qu'on fasse notre job pour laquelle on existe, mais il faut travailler différemment, puis c'est pour ça les États généraux. On va se remettre en question, c'est sur 1 an et demi. Il y a des constats qui vont nous faire mal, hein? C'est pas le fun, des fois, de te faire dire, tu travailles fort, disant, ah, ça, c'est pas utile, puis ça, on n'aime pas ça. Mais c'est ça. Il faut vraiment faire cette réflexion-là. Il faut être ouvert à la critique. Il faut être intelligent. Il faut être capable d'être très, très, très humble à travers tout ça. Absolument. Puis, écoute, l'avenir nous appartient pour vrai. Merci beaucoup, Mme Picard. Moi, je profiterai, dans le fond, de ce que vous venez de dire pour moi aussi lancer un message, dans le fond, à mes membres, mais également et particulièrement à ceux qui sont impliqués, à tous mes délégués, à tous les gens qui représentent ces collègues de travail. Merci de vous impliquer. C'est une période difficile que l'on traverse en ce moment, difficile pour le syndicat. Syndicalement, c'est peu évident, mais vous êtes là, vous avez le courage de vous battre pour vos consorts et vos confrères. Merci, on ne lâche pas. Madame Picard, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci de vous être il est reparti sur le vous, John, mais c'est correct, c'est correct. C'est des formations. Oui, c'est notre éducation, je suis pareil. Non, c'est moi qui veux te remercier, John, vraiment. Je suis impressionnée par ce que vous faites. Merci pour ce beau message-là aux militants, parce que je les nomme pas assez souvent, donc merci de me rappeler. C'est toute une responsabilité. Ces gens-là, c'est des gens de cœur, puis qui acceptent d'aller au front comme ça dans leur milieu de travail constamment. Ils ont toute mon admiration. Dans des contextes qui sont pas très difficiles. Toujours faciles.
Merci beaucoup. Merci encore. Et nous, on se retrouve lors du prochain épisode de votre podcast où, avec mes invités, nous aborderons à nouveau des sujets qui vous touchent et qui vous impactent afin que l'on puisse tous y voir plus clair. C'était John Alejandro Gonzalez et je vous dis à la prochaine.